Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo d'évaluation des apprentissages qui se veut une vidéo pratique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer des activités d'évaluation, mais aussi dans cette vidéo, vous allez découvrir les outils d'évaluation collaboratifs, QCM, quiz, ou bien insérés à des PowerPoint, ou bien sûr à des vidéos, mais vous allez aussi apprendre comment faire le QCM, c'est-à-dire le QCM aujourd'hui est l'outil d'évaluation le plus utilisé dans une plateforme LMS. On va essayer de revoir quelques règles propres au QCM. Avant de voir tous ces éléments, j'aimerais bien partager avec vous une petite réflexion autour de la consigne d'évaluation. Il ne faut pas oublier que la consigne d'évaluation est très importante puisqu'elle permet à l'évalué de comprendre la situation d'évaluation. Du coup, toute consigne doit avoir les critères de la réussite de l'activité d'évaluation, chose qu'on oublie souvent, que déjà l'évaluateur, il doit insérer dans la consigne les critères de réussite. Elle doit expliquer quel est le produit final et quels sont les critères de ce produit final. Les critères, bien sûr, majeurs. On ne va pas citer tous les critères de la réussite. Donc, une petite définition de la consigne. On peut dire que la consigne, c'est un énoncé indiquant la tâche à accomplir ou le but à atteindre. Et pour s'assurer de la clarté d'une consigne, il faut essayer de vérifier si elle répond aux questions qui, quoi, quand, où, pour quand, comment et pourquoi. C'est dans le livre de Françoise René. Bien sûr, on a déjà vu dans l'unité 2, la notion de critères et d'indicateurs, mais j'aimerais bien sûr revenir sur les critères minimaux d'une situation d'évaluation, en l'occurrence la pertinence, la correction et d'autres critères minimaux. Bien sûr, l'indicateur comme définition, l'indicateur c'est un élément qui est observable, mesurable, concret, qui permet de décliner un critère dans une situation d'évaluation. Maintenant, arrivons aux différents outils d'évaluation en présentiel. Après, on va voir à distance. Les différents outils d'évaluation en présentiel, on peut citer le test, l'examen, le contrôle, le devoir surveillé, l'examen normalisé, le bilan, le devoir à la maison, et bien sûr l'interrogation et le quiz. Donc ce sont des outils qu'on peut aussi transposer dans une formation en ligne. Un outil qu'on oublie souvent, qui se rapporte à la fonction formatrice de l'évaluation, c'est le portfolio. Alors le portfolio est dans l'enseignement à distance, le e-portfolio, c'est un outil d'évaluation que souvent les enseignants oublient. Donc d'abord le portfolio, c'est un support d'échange enrichissant qui permet de communiquer avec l'apprenant. C'est un outil aussi d'évaluation qui est fiable et pertinent, mais aussi il met l'apprenant en situation de confiance par rapport à son apprentissage. Une définition de e-portfolio qu'on trouve dans le European Institute of E-Learning en 2009, il dit un e-portfolio est une collection d'informations numériques, artefacts ou productions décrivant et illustrant l'apprentissage ou la carrière d'une personne, son expérience et ses réussites. Un e-portfolio est un espace privé et son propriétaire a le contrôle complet de y accéder comment et quand. Bien sûr, on relève 4 grands types de e-portfolio, le e-portfolio de présentation, le e-portfolio d'apprentissage, le e-portfolio d'évaluation qui nous intéresse et le e-portfolio de développement personnel. Le e-portfolio d'évaluation, c'est un support d'évaluation sommative. Il permet à un formateur de porter un jugement sur les compétences de l'apprenant. Chaque production intégrée doit démontrer la maîtrise de certaines compétences attendues selon des critères préalablement
identifiés. Maintenant, arrivons à l'outil le plus utilisé dans une plateforme LMS d'enseignement à distance comme outil d'évaluation. C'est le QCM. Comment rédiger un QCM? Certainement, le QCM, c'est un outil qui est fiable, qui est facile, entre guillemets, à faire, mais qui est aussi facile à administrer. C'est pour un grand nombre. Parfois, on trouve c'est autocorrectif et on trouve le résultat immédiatement, mais pour rédiger un QCM, on a besoin de respecter certaines règles. Dans cette vidéo, je vais vous citer 9 règles à respecter pour la rédaction d'un QCM. QCM, il est composé des items. Chaque item est composé d'une amorce, donc c'est la phrase introductive, et bien sûr des distracteurs et la clé, c'est-à-dire la bonne réponse. La règle numéro 1, c'est la langue de l'item adapté au niveau de l'épreuve, c'est-à-dire la syntaxe et le vocabulaire utilisés dans la consigne. L'amorce et les propositions de réponse ne doivent pas introduire de complexité linguistique supérieure au niveau évalué. Et ça, je m'adresse aux enseignants des matières scientifiques et de matières juridiques et matières économiques. S'il vous plaît, parfois, c'est la langue qui pose problème par rapport à la réponse de l'apprenant. C'est-à-dire que dans la consigne, il faut que ça soit adapté, qu'elle soit adaptée au niveau de l'évalué. Elle est donc recommandée de se reporter au référentiel disponible et veiller en particulier au choix des synonymes, car on pense qu'il y a des synonymes dans la langue, mais il n'y a pas de synonymes dans la langue. Deuxième règle, c'est toujours mettre l'idée principale dans l'amorce. Dans la phrase introductive, dans l'amorce, il faut mettre l'idée principale et laisser les choix pour le choix multiple dans les distracteurs. Et ceci, donc, il est préférable de placer l'idée principale dans l'amorce de l'item et qui n'est pas, bien sûr, surtout pour les débutants qui ne sont pas encore familiarisés avec les QCM. Je vous donne un exemple de problème par rapport à la règle numéro 2. Donc, si je dis « La réduction est proposée aux nouveaux abonnés et réservée aux anciens abonnés, concerne les lecteurs déjà abonnés à Libération », on dit il faut éviter de cette formulation et dire plutôt qui peut bénéficier de la réduction. Les nouveaux abonnés, les anciens abonnés ou bien les lecteurs déjà abonnés à Libération. Donc, comme vous voyez, l'idée principale, on la transforme dans l'amorce, ici sous forme de question. Troisième règle, c'est la règle qui dépend de l'emploi de négation dans l'amorce. S'il vous plaît, évitez d'utiliser la négation dans l'amorce. Pourquoi? Parce que c'est un degré supérieur et de problème pour l'évaluer. L'emploi des négations est à éviter dans l'amorce. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des formules interro-négatives, une structure un petit peu compliquée et cela rend artificiellement la question plus difficile, d'accord? Dont les options d'usage de la négation n'est pas exclue. C'est-à-dire parfois on utilise la négation on utilise la négation pour éviter un synonyme qui est un petit peu difficile. Je ne sais pas moi, je dis un exemple de célibataire. Le mot célibataire est difficile pour un niveau débutant, donc on utilise n'est pas marié. Mais c'est pour éviter de contourner les problèmes lexicaux. Mais la règle numéro 2, c'est éviter l'emploi de la négation dans l'amorce. La règle numéro 4, cette fois-ci, c'est qu'il faut veiller à proposer un même niveau de généralité dans les distracteurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, pour les distracteurs
qu'on va choisir, c'est le même niveau de généralité. Parfois, on utilise un distracteur très général et un autre très spécifique. C'est comme si j'oriente la réponse à l'évaluer. Ça, il faut l'éviter parce que certains termes ou expressions sont à employer avec modération, seulement si leur emploi est vraiment pertinent. D'abord parce que déjà, il y a la subjectivité du candidat peut inférer à propos de grandeur relative de différences entre quelques-uns, un certain nombre de, peu, un peu, et qu'on risque alors d'évaluer autre chose que ce qu'on vise à évaluer par rapport à cette compétence. Ensuite, parce que, comme je viens de dire, parce qu'il influence le choix même du candidat, on l'oriente. Et en revanche, ils choisissent volontiers des expressions comme certains, parfois, il peut arriver qu'il faut éviter dans les distracteurs. Et ceci dit qu'un distracteur doit avoir le même degré de généralité. La règle numéro 5, cette fois-ci, c'est qu'elle se rapporte aux items et il dit que les items doivent être indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que l'item numéro 5 est indépendant de l'item numéro 6, de l'item numéro 7. Et ça, il faut éviter parce que dans des questionnaires, par exemple dans des QCM, on trouve souvent qu'il y a un item qui est rattaché à un autre item, qui est rattaché à un autre item, et si on rate le premier, on rate les autres items. Donc, la réponse à un item ou les informations données dans un item ne doivent pas permettre de répondre à un autre item. Aucun item ne doit répondre indirectement à une question précédente ou ultérieure. Au plan syntaxique même, on respectera également l'indépendance des items entre eux, sauf s'ils entraînent des répétitions lourdes et à condition d'être sûr de ne pas introduire d'ambiguïté. Ainsi, dans les amorces, attention à l'usage des déterminants démonstratifs et pronoms. Veillez à ce que le référent soit clair à la fois par rapport au document et par rapport à la question précédente. Bien sûr, il faut s'assurer que les questions peuvent être lues l'une après l'autre sans hésitation sur le référent. Donc, je récapitule par rapport à la règle numéro 6. Chaque item doit être indépendant de l'item suivant. La règle numéro 7, c'est par rapport aux options même de la longueur de l'amorce et de l'item. Donc, pour ne pas être trop évidente, la clé, c'est-à-dire la solution, ne doit pas attirer l'attention visuellement. C'est-à-dire, souvent, on met la clé, la solution, plus longue que les autres distracteurs. Souvent, c'est l'option la plus longue. En cas de différence de longueur, le risque est double. C'est-à-dire que, voilà, si on a la même longueur, c'est-à-dire qu'on ne va pas orienter l'évaluer. Et ça, c'est important, c'est une règle par rapport à la forme. Donc, c'est-à-dire, même au niveau syntaxique, on va voir ça dans les règles qui vont venir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la même longueur. Règle numéro 8, cette fois-ci, c'est le document doit rester la seule source permettant de répondre à la question. Parfois, on donne un document de départ à partir d'une situation à partir de laquelle on va poser un QCM, mais le problème, la réponse n'est pas dans le document de départ. C'est une erreur qui est très répandue, qu'il faut éviter et que le document de départ doit rester la seule source de la réponse à l'item. Ceci dit que même les mots utilisés dans les distracteurs et dans la clé, on ne doit pas les trouver dans le texte, mais c'est-à-dire ce sont des expressions qui reflètent le même mot cherché, ou bien expression, ou bien action, si je parle dans le sens humain, pour la compréhension d'un texte. Dans les autres aussi, si j'ai un texte de départ, je ne sais pas moi, j'ai un support de départ qui soit vidéo, audio ou bien texte en économie, en sociologie, en sciences humaines, en sciences et techniques. Là, c'est-à-dire que la réponse doit se trouver seulement dans le document de départ.
La règle est la numéro 8, 9 et la dernière règle par rapport à la rédaction d'un QCM, c'est l'option syntaxique correcte par rapport à l'amorce. C'est-à-dire, on doit pouvoir lire l'amorce suivie de chaque réponse indépendamment et sans qu'il n'y ait eu de rupture de construction grammaticale. Je répète. Alors, la règle numéro 9, c'est une règle qui se rapporte à l'option syntaxique correcte même de l'amorce. Et il faut dire dans un item, on doit pouvoir lire l'amorce suivie de chaque réponse indépendamment et sans qu'il n'y ait de rupture de construction grammaticale. C'est-à-dire, attention, il faut faire attention aux amorces terminées par un mot susceptible d'être et l'idée. C'est-à-dire que, parce que, lorsque, de, si, et là, les distracteurs dépendent de cette amorce, plutôt que de laisser une apostrophe dans le vide en fin de ligne ou de mêler des apostrophes. Mieux vaut répéter le terme entier à chaque début de réponse. Alors, récapitulons cette première partie qui a traité de les règles fondamentales de la rédaction d'un QCM. Je vous ai donné 9 règles, mais il existe d'autres règles. Donc, ce sont des règles qui sont très importantes et ils nous montrent que ce n'est pas évident de rédiger un QCM sur le plan contenu. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici par rapport à la notion de QCM et par rapport à la question de la consigne et les outils d'évaluation en ligne. Et maintenant, dans une prochaine vidéo, donc je vais vous détailler la carte mentale que je vais vous donner et je vais vous expliquer quelques outils qu'on peut utiliser, qu'ils soient des outils de création de QCM ou bien des outils collaboratifs ou bien d'autres outils. Merci et à la prochaine vidéo.